Lorsque les lourdes portes métalliques de la base militaire de Toulon se referment derrière moi, je laisse derrière moi cette armure invisible. C'est du moins ce que pensent les gens. Mais nous, ceux qui passons notre vie à surveiller les menaces qui se profilent à l'horizon, nous ne retirons jamais vraiment cette armure. Nous nous contentons de la recouvrir d'un manteau. Je m'appelle Mélanie Laurent. Je suis contre-amiral dans la marine française. Au milieu de la Méditerranée, je commande une flotte d'engins aériens et maritimes sans pilote, d'une valeur de plusieurs millions d'euros, à l'aide d'un joystick et d'écrans géants devant moi. Ce que j'appelle mon bureau se situe entre la fine ligne où le ciel s'achève et où commence l'espace, et les profondeurs les plus sombres de l'océan. Une erreur de ma part peut provoquer une crise internationale, tandis qu'une réussite peut sauver des milliers de vies. Mais aujourd'hui, samedi après-midi, alors que je franchis les portes tournantes d'un immense magasin d'électronique dans le quartier bruyant et bondé de la Défense à Paris, personne ne sait qui je suis. Je porte un trench coat civil beige, des baskets confortables et mes cheveux sont ébouriffés non pas par le vent méditerranéen, mais par la fatigue du métro parisien. Pour les gens ici, en particulier pour les jeunes hommes qui mâchent du chewing-gum et regardent leur téléphone à la caisse, je ne suis qu'une femme blonde d'âge moyen. Probablement une cliente ordinaire qui a un fer à repasser ou a ses cheveux sur sa liste de courses. Le fait que les gens vous sous-estiment, c'est l'arme secrète que j'ai le plus souvent utilisée au cours de ma carrière et qui m'a en fait procurer le plus de plaisir. Car lorsque votre adversaire vous sous-estime, il baisse sa garde. Et un adversaire qui baisse sa garde est la cible la plus facile sur le champ de bataille. Je suis ici aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire de mon neveu Pierre. Il a 12 ans et même s'il ne sait pas exactement ce que fait sa tante, il devine que j'ai quelque chose à voir avec des robots volants. Je lui avais fait une promesse. Je t'offrirai le ciel, Pierre. Lui avais-je dit. Bien sûr, je n'avais pas les moyens de lui acheter un drone militaire de type Reaper, mais je voulais lui offrir le meilleur drone civil du marché. Un véritable appareil capable de résister au vent et offrant une transmission d'image 4K sans aucun décalage. Lorsque je suis entré dans le magasin, la lumière artificielle qui m'a frappé le visage et les sons électroniques qui se mélangeaient étaient pour moi comme le bruit d'un champ de bataille. Mais le chaos qui régnait ici était indiscipliné. Dames-gens qui couraient partout, des enfants qui pleuraient, la lueur jaune des étiquettes de réduction. Le rayon drone du magasin Techno World se trouvait juste à gauche de l'entrée, dans un espace vitré spécial. En m'y dirigeant, j'ai remarqué à quel point mes pas étaient silencieux et déterminés. Une habitude acquise au fil des ans. Se concentrer sur son objectif. Je l'ai vu sur l'étagère. Le Sky Phantom 10e Pro. Ce monstre noir, doté d'hélices en alliage de titane et d'un gyroscope triaxial avancé qui repousse les limites des normes de l'aviation civile. Le prix indiqué était de 3 500 €. Pour la plupart des gens, c'était un jouet coûteux, mais pour moi, c'était un excellent outil pour initier Pierre au principe de l'aérodynamique. Je me suis arrêté devant l'appareil. Les mains dans les poches, j'analysais de mes yeux l'ouverture des hélices et la disposition des capteurs. Je le regardais avec un œil d'ingénieur. La disposition des moteurs et l'angle des A avaient été optimisés lors des essais en soufflerie afin de ne pas poser de problème de stabilisation à haute altitude. Je me suis dit bravo au concepteur. J'étais sur le point de tendre la main pour examiner la boîte de l'appareil lorsqu'une ombre est apparue à côté de moi. « Excusez-moi, madame ». La voix était nasillarde, légèrement moqueuse et trop familière. Je me suis retourné. Un jeune homme d'une vingtaine d'années, vêtu d'une veste bleue portant l'inscription spécialiste en technologie, et les cheveux gominés en arrière, se tenait devant moi. Son badge indiquait Julien. Julien me regardait non pas comme un amiral, mais comme un touriste perdu. Ses yeux reflétaient cette expression familière, « Ah, encore une femme qui ne comprend rien à la technologie, qui s'est trompée de rayon ». J'ai tout de suite compris où cette histoire allait mener, mais Julien ne savait pas qu'il était sur le point de connaître la plus grande erreur de sa vie. Je sais que vous aimez ce genre d'histoire. Ces moments où l'arrogance se heurte au talent et se brise en 1000 morceaux. Si vous aimez voir la justice être rendue, vous êtes au bon endroit. Cliquez sur le bouton s'abonner. Car Julien ne sera plus le même en sortant de ce magasin. Julien, en faisant claquer son chewing-gum, désigna du doigt un petit drone rose, pas plus grand que la paume de la main, qui se trouvait juste à côté. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un jouet, madame, dit-il. Sa voix ressemblait à celle d'une enseignante de maternelle s'adressant à un enfant turbulent. C'est un appareil professionnel. Il est très difficile à piloter. Ses capteurs sont sensibles, vous allez le cracher contre le mur dès le premier décollage. Ce serait dommage de gaspiller votre argent. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était un sourire méprisant qui semblait dire « Vous n'êtes pas à votre place ici, allez voir les robots de cuisine ». « Écoutez », dit-il, sans me laisser le temps de répondre. Il me tendit le modèle simple, bon marché, avec une hélice en plastique. « Nous allons vous donner celui-ci. C'est le modèle EasyFly.
Il reste en équilibre tout seul, il ne se casse pas si vous le cognez. Et si c'est pour votre neveu ou quelque chose comme ça, c'est largement suffisant. Le noir. Il faut presque un permis pour l'utiliser. Il rit de sa propre blague. J'ai pris une profonde inspiration. L'air artificiel du magasin qui remplissait mes poumons s'est soudainement transformé dans mon esprit en l'air salé du port de Toulon. J'ai plongé mon regard dans celui de Julien. À ce moment-là, il ne savait pas encore qu'il ne s'adressait pas à un simple client, mais au contre-amiral Laurent, commandant des systèmes sans pilote de la marine française. Mais il allait bientôt le découvrir. Mon silence devait le mettre mal à l'aise, car il agita la télécommande qu'il tenait dans sa main. « Vous voulez que je vous montre? Pour que vous compreniez ?» À ce moment-là, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas me contenter d'acheter cet appareil. Aujourd'hui, ici, au milieu de ce magasin, j'allais donner à Julien une leçon d'aérodynamique et de respect qu'il n'oublierait jamais. Je tendis la main vers la télécommande qu'il tenait. Mon geste fut si rapide et si décidé qu'il sursauta. « Donne-moi cette télécommande. » Dis-je sans la moindre hésitation dans la voix. Voyons voir si cette machine que tu trouves si difficile peut résister à mes standards. Le jeu venait de commencer. Le sourire moqueur sur le visage de Julien fit place à un instant d'hésitation, tout en serrant contre sa poitrine son jouet Ezifly. Dans sa boîte rose, il hésitait à me tendre la manette professionnelle qu'il tenait dans l'autre main. Je connais bien cette hésitation. C'est cette zone grise où un soldat novice, confronté à une situation qui dépasse ses compétences, ne sait pas quoi faire. « Madame », dit-il d'une voix moins forte qu'auparavant, mais en essayant toujours de conserver son regard hautain et agaçant. « Cet appareil. Écoutez, c'est un modèle de démonstration, mais vous n'êtes pas assuré. Si vous heurtez une étagère avec les hélices ou si vous blessez un client, je ne peux pas accepter que cela soit déduit de mon salaire. Cet appareil coûte 3 500 €. Votre carte de crédit est-elle suffisamment approvisionnée? Je n'ai pas sorti mon portefeuille de ma poche. Je n'ai pas montré ma carte. J'ai simplement continué à garder ma main ouverte, paume vers le haut, avec patience. Je n'ai pas détourné les yeux des siens une seule seconde. Julien, ai-je dit. C'était la première fois que j'utilisais son prénom. C'est une tactique simple mais efficace dans la guerre psychologique. Lorsque vous vous adressez à votre adversaire par son prénom, vous brisez la barrière vendeur-client. Il n'est plus un employé du magasin, mais un individu responsable de son erreur. La limite de ma carte de crédit me permettrait d'acheter ce magasin et tous les câbles inutiles qu'il contient. Mais pour l'instant, nous ne parlons pas d'argent, mais de compétences. Donnez-moi la télécommande. Quelques clients autour de nous avaient marqué une pause. Chuchotements avaient commencé à circuler entre les rayons. Les gens aiment les conflits. Une femme qui défie un vendeur arrogant, c'était un spectacle gratuit pour un samedi après-midi. Julien sentit la pression monter. « D'accord, » dit-il en haussant les épaules. « Mais je vous ai prévenu. Si vous le cassez, vous le payez. » Il me tendit la télécommande noire au revêtement mat. Lorsque la manette s'est posée dans mes mains, une décharge électrique familière s'est propagée du bout de mes doigts jusqu'à mon cerveau. La qualité du plastique était bien inférieure aux normes militaires, la résistance des manettes était trop faible, mais le principe était le même. Pitch, roll, yave et trotte. Le langage universel de l'aviation. Julien, les bras croisés sur la poitrine, avait pris un billet au premier rang pour insister à mon échec. Le bouton d'allumage est au milieu, m'a-t-il dit avec une gentillesse moqueuse. Mais attention, il est peut-être resté en mode sport, il démarre très fort. Je ne l'écoutais pas. Mes doigts, grâce à la mémoire musculaire acquise au fil des ans, avaient déjà atteint les touches du menu. L'écran s'est allumé. Les données télémétriques ont commencé à s'afficher. Tension de la batterie à 86%. Signal GPS faible. Verrouillage de l'altitude activé. Je suis rapidement entré dans les paramètres. Les yeux de Julien étaient trop longs pour suivre les modifications que j'apportais à l'écran. J'ai vérifié les paramètres proportionnels intégral dérivés. Les valeurs de sensibilité d'usine étaient trop lourdes pour mon temps de réaction. J'ai augmenté la sensibilité du manche de 15%. J'ai augmenté l'angle d'inclinaison maximale de 25 à 45 degrés. J'ai désactivé les capteurs de détection d'obstacles. « Et qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Julien en tendant le cou. « Tu dérègles les paramètres. Ces capteurs sont là pour t'éviter de heurter quelque chose. Les capteurs, ai-je murmuré, comme si je me parlais à moi-même, ne sont utiles que pour les machines qui ne font pas confiance à leur pilote. Moi, je fais confiance à ma machine, Julien. La vraie question est-ce que la machine me fait confiance? J'ai tiré les deux manettes vers le bas et vers l'intérieur en même temps. Les moteurs se mirent en marche. Ce bruit, ce bourdonnement aigu et strident produit par la rotation synchronisée des 4 moteurs s'emballait. Il couvrait tous les autres bruits du magasin. Les bébés ont cessé de pleurer, les caissiers ont levé la tête. Le Sky Phantom 10e Pro vibrait sur son support, prêt à défier la gravité, tel un chien tirant sur ses chaînes.
J'ai poussé la manette des gaz avec une précision millimétrique. Pas un décollage brusque, mais une ascension chirurgicale. Le drone s'est élevé de 150 cm exactement, jusqu'à la hauteur de mes yeux, et s'est maintenu en suspension. Tu as de la chance, dit Julien, la voix un peu tendue. La stabilisation automatique fonctionne bien. J'ai souri. J'ai donné l'ordre roll. Avec ma main droite. Le drone a foncé comme une balle vers la droite, en direction du rayon télévision. Julien a crié attention, et a essayé de se protéger la tête avec ses mains. Mais alors qu'il pensait que le drone allait heurter les téléviseurs, j'ai effectué un mouvement brusque d'IAV. À la dernière milliseconde, faisant pivoter l'appareil de 180 degrés sur son axe. Et j'ai utilisé son élan pour le faire monter verticalement vers le plafond du magasin. Entre les conduits d'aération, ce n'était pas un vol, c'était une danse. Dans le reflet des écrans OLED de 80 pouces, je regardais le drone noir planer comme une ombre. Je slalomais entre les étagères, au-dessus des paniers de soldes, sous les regards étonnés des clients. Je sentais chaque réaction de l'appareil. Il y avait un retard mesurable en microsecondes dans la réponse du moteur arrière gauche. Le gyroscope déviait légèrement lors des virages bruscales. Je n'avais pas besoin d'un logiciel pour le sentir, je le sentais du bout des doigts. Quand je suis allé à l'autre bout du magasin, que j'ai salué. L'objectif de la caméra de sécurité est que je suis revenu, Julien avait pâli. Il ne croisait plus les bras. Ses mains étaient tombées le long de son corps, sa bouche était légèrement entr'ouverte. J'ai rapidement ramené l'appareil vers moi. Les hélices, qui pouvaient atteindre une vitesse de 60 km/h, créaient un effet de soufflerie sur mon visage. Julien a reculé, effrayé. Le drone s'est arrêté dans les airs, juste devant mon nez. À une distance si proche que mes cils en tremblaient. Le bourdonnement des moteurs était désormais le seul bruit dans le magasin, tout en tenant la télécommande d'une main. J'ai tendu l'autre main sous le drone en vol, mais sans le toucher. J'ai simplement contrôlé le flux d'air. Tu vois, Julien, ai-je dit sans élever la voix. Le bruit du drone couvrait nos chuchotements. Lorsque l'appareil est en suspension dans les airs, il tire légèrement vers la gauche. Il y a un écart d'environ 0,4 degrés. La plupart des amateurs pensent que c'est dû au vent. Mais ici, il n'y a pas de vent. J'ai détourné les yeux du drone et les ai tournés vers Julien, terrifié. Le gyroscope de cet appareil est mal calibré. Le capteur IMU n'a pas été correctement réinitialisé à la sortie d'usine. Si j'avais acheté le jouet rose que tu m'as recommandé, je n'aurais probablement rien remarqué. Mais si tu avais vendu cette machine difficile à un enfant, il aurait dévié vers la gauche dès le premier vol et aurait percuté le mur. Et tu lui aurais dit tu ne sais pas t'en servir. Et tu lui en aurais vendu un autre. J'ai posé le drone en douceur sur son point de départ, sur le stand. J'ai coupé les moteurs. Le silence soudain était plus assourdissant que le bruit. Julien déglutit. Vous, qui êtes-vous? Balbutia-t-il. Vous êtes un pilote professionnel. Un YouTuber. Je fouillai dans la poche intérieure de ma veste. Le poids du badge métallique dans mon portefeuille en cuir me brûla la paume. Il était temps d'enlever mon manteau. J'aimais ce moment. Le moment où les masques tombaient. Non, Julien, dis-je en ouvrant mon portefeuille et en approchant ma carte d'identité de son nez, à l'endroit où le drone venait de s'arrêter. Je ne suis pas YouTubé. Les dorures de l'écusson de la marine française sur ma carte d'identité brillaient sous la lumière artificielle du magasin. Tu sais lire et écrire, mon garçon? Regarde bien ce qui est écrit là. L'histoire commençait vraiment à présent. Les yeux de Julien parcouraient la petite carte en plastique que je tenais dans ma main. Il lui fallut autant de temps pour épeler le mot contre-amiral que pour déchiffrer des hiéroglyphes écrits dans une langue inconnue. En français, les grades ne sont pas seulement des mots, Julien. Ils ont un poids. Et le grade de contre-amiral pesait désormais sur ses épaules comme un fardeau suffisamment lourd pour faire s'effondrer le plafond du magasin. Je vis le sang se retirer de son visage. Le coin de ses lèvres moqueuses se transformer en une ligne tremblante. Les gens pensent généralement connaître les grades militaires grâce aux films. Mais dans la vie réelle, quand vous vous retrouvez face à une femme qui dirige les systèmes d'armement les plus sophistiqués du pays, les films hollywoodiens ne vous sauvent pas. Vous, dit-il d'une voix cassée. Sa gorge était sèche. Il déglutit, mais sa salive ne suffisait pas. La marine? Vous voulez dire un vrai soldat? Je remis lentement ma carte d'identité dans la poche intérieure de ma veste, comme si je cachais à nouveau un secret très précieux. Le calme de mon geste ne fit qu'accroître sa panique. Je ne suis pas seulement soldat, Julien. Dis-je. Ma voix résonna dans le silence artificiel du magasin. La foule autour de nous s'était resserrée. Personne ne semblait respirer. Je suis le commandant de la flotte qui fait voler ces oiseaux, qui ressemblent aux jouets que tu tiens dans tes mains, mais dont le prix dépasse le total des salaires que tu gagneras au cours de ta vie. Mon travail consiste à détecter et à éliminer les menaces à l'horizon avant que des yeux inattentifs comme les tiens ne les remarquent.
Je tournai mon regard vers les autres modèles de drones, alignés sur les étagères derrière lui, leurs boîtes couvertes de poussière. Et tu sais quoi? Dans ma flotte, que se passe-t-il si un opérateur utilise ces suppositions plutôt que des données? Julien ne sut que répondre. Il se contenta de me regarder d'un air vide. Les navires coulent, Julien. Ai-je dit d'un ton sévère. Dame, j'en meurs. Aujourd'hui, tu m'as regardé et tu as agi en partant du principe que j'étais une femme d'âge mûr qui ne comprenait rien à la technologie. Tu as ignoré les données. Pourtant, dès que j'ai pris la télécommande en main, j'ai compris que le gyroscope de ton appareil de démonstration présentait une erreur de calibrage sur les 3 axes. À ce moment-là, j'ai remarqué quelqu'un qui marchait rapidement dans le couloir entre les rayons. Il portait un costume bleu marine un peu trop serré, dame chaussures à bout pointu ciré, et sur sa poitrine, un badge doré légèrement plus grand que celui de Julien, sur lequel était inscrit directeur du magasin. L'homme s'appelait François. Son visage affichait cette expression d'inquiétude professionnelle qui semblait dire que se passe-t-il dans mon magasin? Il s'est frayé un chemin à travers la foule et s'est introduit dans le champ de bataille invisible qui séparait Julien et moi. Y a-t-il un problème? Demanda François. Sa voix était professionnelle, mais ses yeux balayèrent d'abord la tension dans l'air, puis le visage livide de Julien. Madame, notre personnel n'a-t-il pas pu vous aider? Et voilà, le réflexe institutionnel classique. D'abord blâmer le client, ensuite protéger le personnel. Et enfin étouffer l'affaire. Lorsque François s'est tourné vers moi, il s'attendait probablement à rencontrer une cliente mécontente. Peut-être quelqu'un qui essayait de retourner un produit dont la date de retour était dépassée. Mais mon attitude, cette posture droite et imperturbable, reflet dans la vie civile de la position au garde à vous de l'armée, l'a fait hésiter. Vous aider? Ai-je répété, en roulant le mot comme s'il laissait un goût dégoûtant dans ma bouche. Monsieur François, votre employé Julien vient de m'appliquer une stratégie marketing contraire aux principes aérodynamiques les plus élémentaires que j'ai jamais vus. Mais là n'est pas le problème. Le directeur fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Je désignai du doigt le Sky Phantom 10e Pro noir posé sur le stand. Cet appareil, dis-je en adoptant un ton technique, comme si je donnais un briefing, n'est pas adapté à la vente. Il présente un écart important au niveau du capteur IMU inertial mesurement uni. Le calibrage d'usine est incorrect. Si Julien avait fait son travail au lieu de me mépriser et avait testé l'appareil, il l'aurait su. Mais il a préféré me vendre un jouet dans une boîte rose et s'en débarrasser. Le directeur François s'est tourné vers Julien. Son regard était interrogateur. Julien, quant à lui, s'était reculé d'un pas vers les étagères, l'air penaud. Monsieur le directeur, murmura Julien, je voulais juste proposer à madame un modèle plus adapté, plus facile à utiliser. Cet appareil est professionnel, donc s'il tombe. Je l'interrompis, mais pas en criant. Pire encore avec un petit rire silencieux. Heurté, je me suis tourné vers le directeur François. Monsieur, ce matin, avant le petit déjeuner, lors d'un exercice en Méditerranée, j'ai posé un drone de 20 millions d'euros sur le pont d'une frégate en mouvement, par vent de 40 nœuds. Sans utiliser le pilote automatique, manuellement. Et votre personnel s'inquiète que je percute le mur avec un tas de plastique à 3000 euros. Arrêtons-nous là. Cela vous est-il déjà arrivé? Ce moment où quelqu'un vous dit vous ne pouvez pas faire ça uniquement à cause de votre apparence, de votre âge, de votre sexe. Souvenez-vous de la colère que vous avez ressentie à ce moment-là. En ce moment même, vous voyez cette colère se transformer en une justice glaciale. Si, comme moi, vous pensez que le mérite est plus important que l'étiquette, montrez-le en aimant la vidéo, car vous ne pouvez même pas imaginer ce que François va faire dans quelques instants. Les yeux du directeur François s'écarquillèrent. La marine, une frégate, un drone. Contrairement à Julien, il ne lui fallut que 2 secondes pour assembler les pièces du puzzle. Il comprit qu'il n'avait pas affaire à un client ordinaire, mais à quelqu'un qui pouvait probablement joindre le conseil d'administration du holding propriétaire du magasin d'un simple coup de fil. Le masque professionnel qui recouvrait son visage fondit. Il fut remplacé par un mélange de respect et de crainte sincère. Il boutonna sa veste. Contre-amiral, dit-il d'une voix à peine audible, mais tout le monde l'entendit. Je suis désolé. Le manque de respect de notre personnel. Enfin, s'ils avaient su qui vous étiez. Le problème n'est pas qui je suis, François, l'interrompis-je. C'était la première leçon que je lui donnais. Le problème, c'est qu'il me traite différemment parce qu'il ne sait pas qui je suis. Si j'avais été un simple citoyen, m'aurait-il vendu cet appareil défectueux? Ou m'aurait-il trompé avec ce jouet rose? François ne sut quoi répondre, car la réponse était oui, et nous le savions tous les deux. Julien s'était désormais complètement fondu dans l'ombre des étagères. Il essayait de devenir invisible comme un fantôme. Mais je n'avais pas encore fini. Je veux cet appareil, dis-je en montrant le drone noir. Mais pas celui qui est défectueux. Allez chercher dans l'entrepôt un appareil neuf, dont la
boîte n'a pas été ouverte et dont le numéro de série correspond à l'une des dernières productions. Et je tournai mon regard vers Julien. À cet instant, c'était comme si un chasseur regardait sa proie pour la dernière fois. Et c'est Julien qui s'occupera de l'installation. Mais cette fois, sous ma supervision. Il n'y aura aucune marge d'erreur. Le directeur François semblait rassuré, mais ses yeux trahissaient encore une certaine crainte. Bien sûr, amiral. Tout de suite. Julien, courez à l'entrepôt. Maintenant. Julien, obéissant à l'ordre de son directeur, mais surtout pour échapper à la honte, se retourna et s'éloigna en courant. Alors qu'il disparaissait entre les rayons, je le vis trébucher. La foule dans le magasin regardait cette scène en silence. Puis, derrière la foule, un vieil homme frappa sa canne sur le sol et s'écria « Bravo ». Ce simple mot a ouvert les vannes. Mais ces applaudissements n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour tous ceux qui, chaque jour, sont sous-estimés et dont le talent est ignoré. Et moi, au milieu de ces applaudissements, alors que j'attendais que François me serve un café. De ses mains tremblantes, je n'avais qu'une seule chose en tête, quand Julien reviendrait avec cette boîte, la leçon que je lui donnerais irait bien au-delà de l'aérodynamique. Je lui apprendrai que la valeur d'un homme ne vient pas du titre inscrit sur son badge, mais du respect qu'il porte à son travail. À condition, bien sûr, qu'il ose revenir de l'entrepôt. Le directeur François, regardant Julien s'éloigner, fit mine d'ajuster ses boutons de manchette pour essuyer les gouttes de sueur qui perlaient sur son front. Notre personnel peut parfois s'exciter, dit-il avec un sourire détendu, essayant de rattraper la situation. C'est la jeunesse. Je vous prie de m'excuser encore une fois de vous avoir fait attendre, amiral. Un café? Où souhaitez-vous? Passer dans notre salon d'attente privé? Je secouai la tête. Je vais rester ici, François, dis-je. Je préfère récupérer mon équipement sur le terrain. Sous mes yeux, je me suis appuyé contre le bord du stand appelé îlot technologique au milieu du magasin. Les gens se dispersaient lentement, mais continuaient à nous observer du coin de l'œil. À ce moment-là, en attendant la nouvelle boîte que Julien allait apporter, mon regard s'est involontairement posé sur les autres boîtes de drones sur l'étagère. C'est ce qu'on appelle la déformation professionnelle. Quand la plupart des gens regardent les étagères, ils voient des boîtes colorées et des étiquettes de prix. Moi, je vois les données logistiques, les erreurs d'empilement et les anomalies. Un détail a attiré mon attention. La boîte du produit d'exposition que je venais de prendre des mains de Julien et que j'avais identifiée comme défectueuse se trouvait sous le comptoir. Juste à côté, il y avait 3 autres boîtes portant l'étiquette « Zéro livraison immédiate depuis le stock ». Normalement, les emballages des produits de haute technologie qui sortent de l'usine sont munis de bandes de sécurité spéciales, appelées tampées évidents, qui laissent des traces lorsqu'elles sont ouvertes. Même si ces bandes sont retirées à l'aide d'un pistolet thermique, la texture adhésive en dessous est endommagée et devient mate. Je me suis penché vers l'une des boîtes posées sur le comptoir. François s'est immédiatement interposé. « Ah, ces modèles sont superbes. Si vous voulez. » Chut, dis-je en levant le doigt. Il se tut. J'ai frotté mon ongle sur la bande de sécurité de la boîte. La bande semblait parfaite. Mais lorsque j'ai incliné la lumière sous un certain angle, j'ai vu des bulles d'air microscopiques sur la surface cartonnée sous la bande. Cette bande n'avait pas été posée par des machines à l'usine, mais à la main, probablement dans l'arrière-boutique, à la hâte. Les sonnettes d'alarme se mirent à retentir dans ma tête. La première règle qu'on nous enseigne dans la marine est la suivante: si quelque chose n'est pas ce qu'il semble être, c'est un piège. Était-ce simplement de la négligence de la part de Julien? Ou bien y avait-il ici, dans cet immense magasin au cœur de la Défense, une escroquerie beaucoup plus grande et beaucoup plus systématique? À ce moment-là, Julien est sorti des rayons, essoufflé, avec une boîte Sky Phantom 10e Pro qui semblait toute neuve dans les bras. Son visage était rouge vif, mais ses yeux reflétaient un étrange soulagement. C'était comme s'il disait « Bon, je vais donner la nouvelle boîte et m'en débarrasser ». Il posa la boîte sur le comptoir, juste devant moi. « Tenez, mon amiral », dit-il en essayant de garder un ton respectueux. Je l'ai pris sur l'étagère du fond de l'entrepôt. Il n'a jamais été touché. Il est encore sous film plastique. Le directeur François sourit. « Vous voyez, Julien a réparé son erreur. Ouvrons-la et installons-la. » Les mains dans les poches, je regardais la boîte. La gélatine brillait vraiment. Tout semblait en ordre. Mais cette petite voix en moi, cette voix sceptique, me disait « Fais attention, Mélanie ». Je sortis mon téléphone de ma poche. « Avant l'installation », dis-je d'une voix calme. Une petite procédure. J'ai ouvert l'appareil photo de mon téléphone et l'ai approché du code barre et du numéro de série sur le côté de la boîte. L'expression détendue de Julien s'est figée. Le sourire de François s'est figé. « Que faites-vous » a demandé Julien. Je vérifie le numéro de série, ai-je répondu sans quitter l'écran des yeux. Vous savez, ces appareils ont un système d'activation basé sur le cloud. J'ai accès à la base de données du fabricant. Je peux voir si ce numéro de série a déjà été activé, quand il a été produit. Je m'arrêtai un instant.
Les données qui s'affichaient à l'écran confirmèrent mes soupçons. Silence. Cette fois, le silence était plus pesant que tous les autres silences dans le magasin. C'était le dernier tic-tac avant l'explosion d'une bombe. Je levai lentement la tête et regardai François dans les yeux. Monsieur François, dis-je, ma voix n'était plus empreinte de colère, mais d'une accusation glaciale. Vous m'avez dit que cet appareil était neuf, n'est-ce pas? Oui, répondit François en desserrant sa cravate. Absolument. Il vient de l'entrepôt. Je tournai l'écran de mon téléphone vers lui. Alors expliquez-moi, dis-je, pourquoi la base de données du fabricant indique-t-elle que l'appareil correspondant à ce numéro de série a été activé? Pour la première fois il y a exactement 4 mois à Marseille et qu'il a été renvoyé au service après-vente 12 jours plus tard pour une panne moteur. Julien recula d'un pas et heurta une étagère. Quelques boîtes d'accessoires tombèrent par terre, mais personne ne se retourna pour les ramasser. Vous. Et je poursuivis, sans élever la voix, mais en martelant chaque mot. Vous n'avez pas seulement essayé de me vendre un produit d'exposition défectueux. Vous vendez comme neuf. Des produits retournés, défectueux, qui ont été remis à neuf et reconditionnés par le service après-vente. Ce n'est pas une erreur, François. C'est un système. Réfléchissez-y. Combien d'entre vous ont déjà pensé qu'un téléphone, un ordinateur ou un drone acheté comme neuf était en fait un produit défectueux retourné par quelqu'un d'autre? La plupart d'entre vous ont considéré cela comme de la malchance. N'est-ce pas? Mais je ne crois pas à la chance. Je crois aux données. Et les données dont je dispose actuellement révèlent un crime énorme commis par ce magasin, non seulement à mon encontre, mais aussi à l'encontre de milliers de citoyens français. Si vous vous demandez où cette confrontation va mener, installez-vous confortablement, car nous n'allons pas quitter le magasin. Nous allons le fermer. Le visage de François n'était plus pâle, il était gris. Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-il. C'est une erreur de base de données. Il y a eu une confusion. Une erreur de base de données? Et je ris. Alors, l'empreinte digitale sous la bande inviolable. Sur la boîte est-elle aussi une erreur de base de données? Quand je l'enverrai au laboratoire, quelle empreinte digitale vais-je trouver sur cette bande, François? La tienne? Celle de Julien? Ou celle de ton expert en emballage? Qui a commis cette fraude dans l'entrepôt? J'ai posé ma main sur la boîte. Cette boîte ne m'appartient plus. Ai-je dit? Cette boîte est désormais une preuve. Et lorsque je quitterai ce magasin, je n'emporterai pas seulement ce drone, mais aussi les registres des ventes et les factures de retour des 6 derniers mois. J'ai porté mon téléphone à mon oreille. J'ai composé un numéro enregistré dans mon répertoire non pas sous personnel, mais sous officiel. Qui appelez-vous? S'écria François, paniqué, en faisant un pas vers moi. Il faillit m'arracher le téléphone des mains, mais mon regard le cloua sur place. Pas le tribunal des droits des consommateurs. Ai-je répondu calmement. Il travaille trop lentement. Je cherche le procureur chargé de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement de la marine. Parce que ce magasin figure sur la liste des fournisseurs agréés, qui fournissent du matériel technologique aux membres de l'armée. Et tenter d'escroquer l'État a des conséquences bien plus graves que la perte de la prime de Julien. Le téléphone a sonné. Allô? Capitaine Renard? Ici le contre-amiral Laurent. Envoyez-moi l'équipe de police militaire la plus proche de la défense et une équipe de la brigade financière. Oui, c'est urge. Code boîte noire. Je raccroche et me tourne vers Julien et François, qui sont restés figés. Messieurs, dis-je, verrouillez les portes. Nous allons faire l'inventaire. Un par un. Quand j'ai dit verrouiller les portes, l'atmosphère artificiellement joyeuse du magasin s'est soudainement figée. Le gardien de sécurité a regardé François. François, essuyant son front couvert de sueur, a acquiescé d'un signe de tête tremblant, comme s'il prenait la décision la plus difficile de sa vie. Le bruit métallique et lourd des volets automatiques qui commençaient à descendre. J'aime ce bruit. Ce bruit marque la fin de la fuite et le début du règlement de compte. Alors que la lumière du soleil diminuait lentement à l'extérieur, le magasin s'est transformé en une boîte sombre et claustrophobe. Les clients à l'intérieur, une trentaine de personnes, ont d'abord été inquiets, puis effrayés. Une femme lâche le carton du grille-pain qu'elle tient dans ses mains et s'écrie « Eh, vous ne pouvez pas nous garder ici. J'ai un rendez-vous. » François courut vers les clients, paniqué. Un petit problème technique. Restez calme, s'il vous plaît. Tenta-t-il de mentir. Ne mens pas, François. Ai-je dit, ma voix résonnant comme un coup de fouet dans l'acoustique du magasin. Dis-leur la vérité. En ce moment, ce n'est pas un point de vente, mais une scène de crime. Je m'assis sur un tabouret haut. Je joignis les mains sur mes genoux. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité, c'est rester immobile au milieu du chaos. François s'approcha de moi. Le directeur arrogant avait disparu, remplacé par un vendeur recroquevillé dans un coin. Il baissa la voix et se pencha vers moi. Son odeur avait changé. Le parfum coûteux avait laissé place à une odeur aigre de peur. « Mon amiral » murmura-t-il.
Écoutez, vous vous méprenez. Il y a peut-être eu une confusion dans l'entrepôt. Inutile d'en faire toute une histoire. Nous pouvons sponsoriser la marine. Nous pouvons fournir un soutien technologique à votre commandement de flotte. Offrons à votre neveu 10 exemplaires du modèle haut de gamme. Nous pouvons même vous offrir des honoraires de conseil spéciaux. Je tournai lentement les yeux vers lui. Je m'attendais à cette proposition. Quand les criminels sont arrêtés, ils nient d'abord, puis ils négocient. Arrêtons-nous là. Vous a-t-on déjà proposé un pot de vin pour vous faire taire? Peut-être pas de l'argent, mais une promotion, un privilège. Vous a-t-on dit que personne ne soit blessé? Réglons ça. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Avez-vous eu la nausée ou avez-vous réfléchi, ne serait-ce qu'un instant? Si vous croyez que l'honnêteté ne s'achète pas, laissez un jamais dans les commentaires, car la réponse que je vais donner à François concerne la seule chose qu'il ne peut pas acheter. Le parrainage? Ai-je dit en souriant légèrement. Mais ce sourire était du genre à glacer le sang de François. François, tu n'as toujours pas compris ce que je fais. Les pilotes sous mes ordres opèrent en pleine mer avec le matériel défectueux que tu vends. Une panne moteur, une perte de signal. Pour eux, ce n'est pas une procédure de retour. Pour eux, c'est la mort. Je me suis levé et je me suis approché de lui. En me proposant un pot de vin, tu n'as pas seulement ajouté le délit d'escroquerie à ta liste, mais aussi celui de corruption d'agent public. Félicitations, tu viens de doubler ta peine de prison. À ce moment-là, les bruits attendus ont commencé à se faire entendre à l'extérieur. D'abord au loin, puis de très près. Dame sirène. Dame lumière bleue et rouge ont commencé à danser sur le plafond du magasin à travers les interstices des volets baissés. Sur la place bondée de la Défense, les véhicules blindés de la police militaire ont freiné devant le magasin. Le bruit des lourdes bottes frappant le sol était audible même derrière les volets. Julien s'était effondré derrière une étagère, la tête entre les mains. « Je n'ai fait que ce qu'on m'a demandé », murmura-t-il. « Je voulais juste ma prime. » La porte de service sous les volets roulants s'ouvrit bruyamment. Ceux qui entrèrent n'étaient pas des policiers ordinaires. Il s'agissait de l'unité d'enquête la plus prestigieuse de la marine française. Ils ne portaient pas de béret noir, de gilet tactique et d'armes automatiques, mais quelque chose de bien plus effrayant, des sacs pour recueillir des preuves et des scellés. Le premier officier, le capitaine Renard, s'est arrêté dès qu'il m'a vu. Il a joint les talons et m'a salué avec une révérence impeccable. « À vos ordres, commandant. La sécurité de la zone est assurée. Les équipes de la brigade financière sont à l'entrée arrière. » Tous les clients du magasin avaient baissé leur téléphone et observaient la scène. Même la femme qui venait de me crier « J'ai un rendez-vous ». C'était tu respectueusement. Je me suis tourné vers François. Il n'avait plus envie de parler. « Capitaine, dis-je en désignant la boîte 0, apportée par Julien. C'est la pièce à conviction numéro 1. Mais le véritable trésor se trouve à l'arrière. Allez dans l'entrepôt. Je veux toutes les boîtes portant la mention retour, mais placées dans le rayon stock, toutes sans exception. Puis j'ai pointé du doigt l'ordinateur de François. Et cet ordinateur, ne débranchez pas la prise sans avoir retiré le disque dur. Je veux tous les registres d'inventaire des 5 dernières années. Renard a répondu d'une voix tonitruante, à vos ordres. Alors que les équipes se dispersaient, l'éclat technologique du magasin s'était éteint. Ce n'était plus qu'une salle d'opération où les rouages sales derrière les boîtes brillantes étaient exposés au grand jour. Quand à moi, je réfléchissais au cadeau que j'allais offrir à mon neveu Pierre. Je pense que je ne lui offrirais pas un drone, mais plutôt une histoire qui lui expliquerait en quoi l'honnêteté est un super pouvoir. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Le détail le plus choquant allait apparaître lorsque le capitaine Renard, le visage livide, est venu vers moi avec un dossier à la main, sorti de l'arrière-boutique, car il ne s'agissait pas seulement de drones défectueux. Ce que nous allions trouver dans l'ordinateur de François allait placer ce magasin au centre d'un scandale international. Préparez-vous, la boîte s'ouvre. Lorsque le capitaine Renard s'est approché de moi, son visage affichait une expression professionnelle de militaire, mais cachait en réalité une profonde horreur. Ce qu'il tenait dans ses mains n'était pas le dossier à la couverture noire provenant du bureau de François, mais plutôt une bombe prête à exploser. « Commandant, » dit-il d'une voix que moi seul pouvais entendre, « je pense que nous avons mis le doigt sur quelque chose de bien plus important que nous ne le pensions. Il ne s'agit pas seulement de vendre des produits défectueux. » Il ouvrit le dossier et posa une liste d'inventaire devant moi. Pour un œil non averti, cette liste n'était qu'un ensemble de chiffres et de dates sans signification. Mais j'avais passé ma vie à lire des codes logistiques et des schémas de chaîne d'approvisionnement. En parcourant les colonnes de la page, les pièces du puzzle dans mon cerveau commencèrent à s'assembler à une vitesse effrayante. La liste contenait les numéros de série de milliers de modèles Scaife en 10e Pro que le magasin avait classé comme retour rebut.
À côté, figurait le nom d'une entreprise de recyclage à laquelle ces appareils avaient été envoyés pour être soi-disant détruits. Texiclops Ltd. Texiclops. Murmurai-je. Je connaissais ce nom. Je me tournai vers François. Il était assis à côté d'un policier, la cravate défaite, en sueur, affalé sur sa chaise. François, dis-je en agitant le papier que je tenais à la main. Peux-tu me donner l'adresse de cette entreprise de recyclage? De mémoire? François déglutit. Un entrepôt dans le port de Marseille. Procédure standard. Conformément à la législation environnementale. Mensonge. L'interrompis-je. La froideur de ma voix fit baisser la température de la pièce de plusieurs degrés. Texiclops est une société écran qui a été inscrite l'année dernière sur la liste des fournisseurs à risque de l'OTAN. Et toi, tu ne leur envoies pas de ferraille, François. Je tournai la page du dossier. Elle était là, la preuve. Tu leur envoies des puces. Le capitaine Renard m'a regardé avec étonnement. Comment ça, commandant? Je pris le drone soi-disant défectueux, qui se trouvait au milieu du magasin et le tendis au capitaine. Regardez, capitaine. Savez-vous pourquoi le gyroscope de cet appareil était défectueux? Ce n'était pas un défaut de fabrication. J'ai ouvert les petits couvercles à vis sous l'appareil avec mon ongle. La carte de circuit imprimée verte à l'intérieur est apparue. J'ai pointé du doigt la puce carré noire qui se trouvait exactement au milieu de la carte. Là où elle devait être, parce que le capteur d'origine de classe militaire système micro-électromécanique a été retiré. À sa place, une copie bon marché fabriquée en Chine a été soudée. La valeur marchande de la puce d'origine est de 400 $. Celle de cette puce contrefaite est de 2 $. J'ai levé la tête et j'ai regardé la pénombre du magasin, les milliers de boîtes sur les étagères. Ce magasin n'est pas un magasin de technologie, capitaine. C'est un centre de récolte. Ils ouvrent les produits neufs, retirent les puces de haute technologie qu'ils contiennent, les remplacent par des copies bon marché et les revendent au public sous le nom de produits en promotion ou produits d'usine. Les puces d'origine retirées sont vendues à l'étranger via Texiclops, probablement à des pays soumis à un embargo. Le visage de François devint livide. Je ne faisais qu'approuver les expéditions. Gémit-il. Je ne savais rien des puces. Vous n'en saviez rien? Je lui ai jeté l'impression informatique à la figure. Alors, qu'est-ce que ces paiements mensuels de 15 000 € versés sur votre compte personnel sous le nom de frais de consultation? C'est de l'argent pour vous faire taire. François se prit la tête entre les mains. La partie était terminée. Mais l'histoire prenait une tournure encore plus effrayante. Le capitaine Renard tendit la main vers sa radio. Centrale, code rouge. Je répète, code rouge. Espionnage industriel organisé et exportation illégale de technologie. Avertissez la sécurité portuaire. Ces conteneurs de recyclage doivent être arrêtés avant d'être chargés sur le navire. À ce moment-là, la voix de Julien se fit entendre. Dans un coin, il faisait sa déposition à un policier, mais ses yeux étaient rivés sur moi. Amiral, dit-il d'une voix tremblante, il y a encore une chose. Je me tournai vers lui. Le garçon arrogant avait disparu, remplacé par un témoin effrayé. Il n'y a pas que les puces, dit Julien. Il y a aussi le logiciel. Ils ont voulu que nous installions un logiciel spécial sur certains appareils. Ils ont appelé ça un patch pour améliorer l'expérience client. Mais une fois ce patch installé, les appareils. Il s'interrompit. Que font les appareils, Julien? Demandai-je en faisant un pas vers lui. Les appareils commencent à enregistrer des sons même lorsqu'ils sont éteints, répondit-il. J'ai senti mon sang se glacer. Ce magasin ne se contentait pas de voler. Ce magasin introduisait dans des milliers de foyers français, au beau milieu des salons, des appareils d'espionnage déguisés en jouets. Et certains de ces appareils, nous les avions. En tant que membre du personnel de la marine, nous les avions ramenés chez nous. Le drone que je tenais dans ma main est soudain devenu très lourd. Ce n'était plus une affaire de fraude. C'était une crise de sécurité nationale. J'ai sorti mon téléphone. Cette fois-ci, je n'ai pas appelé le capitaine Renard ni le procureur, mais directement l'unité de cyberdéfense du commandement de la base de Toulon. Mettez la ligne en mode sécurisé. Ai-je dit à l'opérateur à l'autre bout du fil. Le ton autoritaire de ma voix a fait sursauter tout le monde dans le magasin. Diffusez une alerte d'urgence à tout le personnel militaire de France. Tous les appareils électroniques achetés dans la chaîne Techno World au cours des 6 derniers mois doivent être immédiatement isolés et leurs batteries retirées. Je répète, ce n'est pas un exercice. Vous pensez que j'exagère? À quel point un drone jouet peut-il être dangereux? Si vous saviez ce que cet appareil innocent murmure dans votre maison pendant que vous dormez, vous vous précipiteriez hors du lit pour le débrancher. Mais pour François et ses associés, il était déjà trop tard. La prise avait déjà été débranchée. Et maintenant, il était temps de voir qui se cachait dans l'obscurité, car la dernière annonce diffusée par la radio de Renard montrait à quel point les choses allaient se compliquer, commandant.
Le dépôt de Cyclops a été perquisitionné. Le dépôt est vide. Et, d'après les registres informatiques, la dernière livraison est partie ce matin. Destinataire inconnu. Itinéraire au large de l'Afrique du Nord. Je pris une profonde inspiration. Mon champ de bataille n'était plus ce magasin. Mon champ de bataille était les eaux sombres de la Méditerranée, où je devais trouver ce navire. Capitaine, dis-je en boutonnant ma veste. Préparez-moi un hélicoptère. Notre travail dans ce magasin est terminé. La véritable chasse commence maintenant. Les gratte-ciels de verre et d'acier de la Défense ne ressemblaient plus qu'à des pièces de Lego lorsque je les regardais depuis la vitre de l'hélicoptère militaire. Le magasin Technoworld, le visage en sueur de François, les mains tremblantes de Julien. Tout cela était désormais derrière nous. Il n'était que des variables dixièmes. Dans cette grande équation, nous avions résolu l'équation, mais le résultat nous menait vers un endroit bien plus dangereux. J'ai mis mes écouteurs. Le bruit des hélices s'est atténué, remplacé par la voix métallique du pilote. Amiral, cap sud-sud-ouest. Notre heure d'arrivée estimée au port de Marseille est de 1h45. Cependant, le navire cible, le Dark Swan, a quitté le port depuis longtemps. Il navigue actuellement à une vitesse de 22 nœuds vers les eaux internationales. J'ai allumé ma tablette. La lumière bleue de l'écran s'est reflétée sur mon visage. Quel est l'état du signal du système d'identification automatique du navire? Demandai-je. Négatif, amiral. Ils ont désactivé leur transpondeur. Le signal radar est faible. Ils sont en mode fantôme. J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire agréable. C'était plutôt cette contraction involontaire des lèvres d'un loup qui a senti l'odeur de sa proie. Le fait qu'il soit en mode fantôme, dis-je en faisant défiler rapidement mes doigts sur la tablette, ne vaut que pour les vieux paresseux qui regardent le radar, lieutenant. Mais ils ont oublié une chose. L'écran afficha une carte satellite de la Méditerranée. Et je commençais à placer mes pions d'échecs sur cette carte. Base de Toulon, ici œil de l'Aigle. Vous m'entendez? Nous vous recevons, commandant. Nous attendons vos ordres. Où se trouve la flotte de MQ-9 Répère dans les airs? 2 unités patrouillent au large de la Corse. Une unité se trouve à la frontière algérienne. Dirigez immédiatement les unités en Corse vers les coordonnées 42 degrés de latitude et 5 degrés de longitude. Altitude 20 000 pieds. Caméra thermique activée. Au milieu de la mer, nous recherchons un vieux cargo rouillé dont les moteurs ont surchauffé et qui tente de s'échapper. Bien reçu, commandant. Les images seront transmises sur votre écran dans 3 minutes. Je me suis adossé à mon siège. Alors que l'hélicoptère traversait la couche nuageuse dans une série de secousses, j'ai regardé l'immensité bleue en dessous. Les gens considèrent la mer comme un moyen de fuite. Les criminels pensent que lorsqu'ils quittent la terre ferme, ils échappent également à la loi. Mais la mer est la plus grande prison du monde, où il est impossible de se cacher. Surtout lorsque le ciel m'appartient. Vous êtes actuellement devant votre écran, pensant peut-être être en sécurité. Mais quand vous levez la tête et regardez le ciel, que voyez-vous? Seulement des nuages? Quand je regarde là-haut, je vois des milliers d'yeux invisibles qui scrutent chaque centimètre carré de la planète. Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de cachette. Si la puissance de cette technologie vous effraie et vous fascine à la fois, partagez cette vidéo avec un ami. Car ce que vous allez voir dans quelques instants n'est pas un effet spécial hollywoodien, mais une chasse en temps réel. Mon écran de tablette a vibré. L'image est devenue plus nette. L'image en noir et blanc de la caméra thermique montre une tache blanche qui brille au milieu de la mer sombre. La fumée chaude qui s'échappe de la cheminée du navire brille comme une torche dans la caméra thermique. Cible détectée, a déclaré l'opérateur à Toulon. Il y a du mouvement sur le pont du navire. J'ai zoomé sur l'image. À l'arrière du navire, de petites silhouettes blanches couraient entre les conteneurs. Leurs traces thermiques indiquaient qu'elles tenaient des armes à canon long. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est ce que faisait le grutier. Ils avaient soulevé un conteneur et le suspendaient au-dessus du navire, côté mer. Merde, ai-je murmuré. Ils détruisent les preuves. Ce conteneur ne contenait pas seulement des puces volées. Il contenait aussi les données collectées par les logiciels espions du magasin, peut-être des secrets d'État, peut-être la vie privée d'innocents. Si ce conteneur finissait au fond de la mer, nous perdrions la preuve principale qui permettrait de condamner François et l'organisation derrière lui. J'ai tapoté l'épaule du pilote. Lieutenant, nous devons atteindre ce navire avant que le conteneur ne touche l'eau. Passez à la vitesse maximale. Amiral, la portée et la vitesse de cet hélicoptère. Poussez les moteurs à fond. Ai-je crié. Ma voix couvrait le bruit du vent. Si cette boîte tombe à l'eau, nous coulerons tout. L'hélicoptère a brusquement plongé et accéléré. Cette sensation de chute libre, qui vous prend aux tripes. L'adrénaline coulait dans mes veines comme un carburant pur. Sur l'écran de la tablette, je voyais le conteneur s'approcher lentement de l'eau. Mètre après mètre. Toulon, dis-je dans le talkie-walkie.
Donnez l'ordre au repaire de voler à basse altitude. Qu'ils plongent sur le navire. Nous devons leur faire peur. Commandant, les règles d'engagement. C'est moi qui écris les règles. Ai-je répondu. Si vous faites passer un moteur à réaction au-dessus de la tête des hommes à bord de ce navire, le grutier paniquera et commettra une erreur. Faites-le. L'image du drone à l'écran changea rapidement. À travers les nuages, l'ombre d'un oiseau métallique planant comme un faucon vers le navire tomba sur le pont. Je vis le grutier hésiter, le conteneur se balancer dans les airs. Voilà, dis-je. Chaque seconde gagnée vaut de l'or. Mais ensuite, j'ai vu de petites lumières briller dans le ciel depuis le pont du navire. Au début, je n'ai pas compris ce qui se passait. Puis, l'image de la caméra du drone s'est brouillée et a tremblé pendant un instant. Il tirait, dans les eaux internationales. Il tirait sur un navire de la marine française. Ce n'était plus une opération de contrebande. C'était une déclaration de guerre. Lorsque notre hélicoptère a commencé à apercevoir physiquement le navire à l'horizon, le soleil était sur le point de se coucher. Un ciel rouge, une mer grise, coincée entre les deux. Un monstre montrant les dents, le cygne noir. J'ai sorti le petit pistolet que je portais dans ma veste, mon arme de service, et j'ai vérifié le chargeur. Le capitaine Renard, chef de l'équipe des forces spéciales à mes côtés, m'a regardé en retirant le cran de sûreté de son arme. « Êtes-vous prêt, amiral » m'a-t-il demandé. Dans ses yeux, je voyais cette fameuse calme avant la tempête. Sur le pont du navire, le conteneur se balançait toujours dans les airs. Et nous étions sur le point de descendre. « Je suis prêt depuis ma naissance, capitaine. » ai-je répondu. La vraie question est, sont-ils prêts à voir une tente? Dans un magasin leur tombait dessus comme la pluie, j'ai ouvert la porte. Le vent s'est engouffré à l'intérieur. L'action allait commencer. Lorsque le vent m'a frappé le visage comme une gifle, l'hélicoptère se trouvait à seulement 5 mètres au-dessus du pont. Le sol métallique rouillé du cygne noir ressemblait à une piste mortelle qui défilait rapidement sous nos pieds. Les tirs provenant de la passerelle du navire produisaient des cliquetis métalliques sur le fuselage de l'hélicoptère. Chaque cliquetis représentait la fine ligne entre la vie et la mort. Le capitaine Renard et son équipe ont sauté du patin de l'hélicoptère sur le pont sans attendre les cordes. Je les suivais de près. À l'instant où mes bottes ont touché le métal, toute ma peur s'est évaporée. Elle a laissé place à mon sens du devoir. Sur le champ de bataille, vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous agissez, c'est tout. Dès que je suis descendu sur le pont, je me suis mis à couvert derrière une pile de conteneurs. Les balles qui passaient au-dessus de ma tête faisaient des étincelles sur le mur rouillé derrière moi. 2 cibles à 12 heures. A crié Renard, non pas dans son talkie-walkie, mais de toutes ses forces. L'équipe a réagi avec une précision chirurgicale. Les 2 mercenaires ont été neutralisés, mais mon regard n'était pas rivé sur le combat. Il était fixé sur le conteneur bleu qui se balançait dangereusement vers la mer, sur le côté tribord du navire. Le grutier, paniqué, tirait sur les leviers pour tenter de larguer la cargaison dans l'eau. Si ce conteneur touchait l'eau, les capteurs de pression à l'intérieur se déclencheraient et un mécanisme acide dissoudrait probablement tous les disques durs. L'épreuve qui aurait pu mettre fin à François et à son immense réseau se serait mélangée aux eaux salées de la Méditerranée. « Renard, arrête Vinci !» ai-je crié. « Nous sommes sous pression, commandant. L'opérateur est dans la cabine blindée. Le verrou du conteneur s'est desserré. La cargaison a glissé d'1 mètre supplémentaire vers la mer. Elle ne tenait plus qu'au bout d'un câble en acier, se balançant à 10 mètres au-dessus des vagues. À ce moment-là, je me suis souvenu de l'interface familière de la tablette à ma ceinture. Le repère dans les airs. Sans sortir la tête de l'abri, j'ai ouvert la tablette. Mes doigts tremblaient, mais pas assez pour appuyer sur la mauvaise touche. Le repère décrivait des cercles au-dessus du navire. Toulon, contrôle de tir. Ai-je crié dans le talkie-walkie. Je marque la cible. Je veux un tir précis sur le bloc moteur de la grue. Ne tirez pas sur le conteneur, mais sur le moteur. Commandant, le navire tangue beaucoup. À cette distance, le risque de toucher le conteneur. C'est un ordre. Et je rugis. Verrouillez la grue. Maintenant. Sur l'écran, j'ai vu que le pointeur laser était verrouillé sur le moteur de la grue. Feu à volonté. Ce sifflement venu du ciel. Puis l'explosion. Les munitions légères perforantes tirées par le repère ont transpercé le bloc moteur de la grue comme du papier. Une fumée noire s'est élevée de la grue, les engrenages se sont bloqués dans un grand bruit. L'opérateur a bondi hors de la cabine. Le conteneur est resté suspendu dans les airs, à seulement 2 mètres au-dessus de l'eau. Le câble s'est tendu, a gémi, mais n'a pas cédé. Tu es pris au piège. Ai-je murmuré. Avez-vous déjà vécu un moment où tout votre être était suspendu à un fil? Un moment où tous vos efforts, toutes vos tentatives dépendaient d'une seule corde? Que seriez-vous prêt à sacrifier pour que cette corde ne se rompe pas? À ce moment-là, j'ai mis ma carrière, mon grade, voire ma vie en jeu. Parce que la justice ne se gagne pas uniquement dans des ports sûrs. Parfois, il faut plonger au cœur de la tempête.
L'arrêt de la grue a sapé le moral des mercenaires à bord du navire. Leur chef était coincé dans un coin du pont. Renard et son équipe avançaient vers le pont à l'aide de bombes fumigènes. Quand moi, j'ai rangé mon arme dans son étui et me suis dirigé vers la grue d'où s'élevait encore de la fumée. Je me suis approché du conteneur suspendu. Le vent soufflait mes cheveux dans mon visage. J'ai regardé les eaux sombres en contrebas. Cette boîte métallique ne contenait pas seulement des puces électroniques, mais aussi la vie privée volée de milliers de personnes. Une annonce retentit depuis le pont. C'était la voix de Renard. Le pont est dégagé. Le navire est sous notre contrôle, amiral. Le capitaine s'est rendu. J'ai pris une profonde inspiration. L'air marin se mêlait à l'odeur de la poudre à canon. Bien. Dis-je. Arrêtez les moteurs du navire. Et capitaine. Dites au capitaine qu'il y avait un gérant de magasin qui me devait un café. J'espère que son café est meilleur. Alors que je m'apprêtais à faire demi-tour pour monter sur le pont, la radio d'un des mercenaires blessés gisant au sol se mit à grésiller. Je ramassai la radio qui gisait par terre. La voix à l'autre bout n'était pas française. Elle parlait anglais, mais avec un accent. Un accent d'Europe de l'Est. Signe, quelle est la situation? La cargaison a-t-elle été livrée? Le client attend. J'ai souri. Un sourire froid, sûr de la victoire. J'ai appuyé sur le bouton de la radio. Le signe est mort. Ai-je dit dans un anglais parfait. Et je suis désolé, le service clientèle est fermé pour le moment. Mais je viendrai bientôt frapper à votre porte pour écouter votre plainte en personne. Je jetai la radio à la mer. François n'était qu'une marionnette. Le capitaine du navire n'était qu'un transporteur. La voix à la radio. C'était elle, la véritable cible. Et moi, une fois que j'ai entendu la voix de ma proie, je ne l'oublierai jamais. Il était temps de rentrer à la maison. Mais nous ne rentrions pas les mains vides. Dans ce conteneur, il y avait une carte numérique qui allait nous mener au cœur d'une organisation criminelle internationale. Vous pensez que c'est la fin de l'histoire? Non, ce n'était que le début. Car lorsque nous avons ouvert ce conteneur, nous n'avons pas seulement trouvé des puces volées. Il y avait aussi une liste de noms remontant jusqu'aux plus hautes sphères du gouvernement français. Et en tête de cette liste figurait un nom familier. Je n'en croyais pas mes yeux. Vous n'en croirez pas vos yeux non plus. Il était 4 heures du matin lorsque j'ai connecté le disque dur crypté que nous avions sorti du conteneur à mon ordinateur personnel dans ma chambre sécurisée à Toulon. Le capitaine Renard montait la garde à la porte. Dehors, le monde dormait, mais pour moi, le soleil ne s'était jamais couché. Lorsque la barre de progression à l'écran a atteint 100%, le logiciel de décryptage a affiché une coche verte. Les fichiers se sont ouverts. Dame tableau Excel, des virements bancaires, des emails. Un réseau gigantesque s'étendant du magasin de François à ce navire rouillé, puis à des sociétés écrans partout dans le monde. Mais je ne m'intéressais pas aux chiffres. Je m'intéressais au nom à la tête de cette opération. À la personne qui avait donné l'ordre, qui avait apposé sa signature. Je suis descendu tout en bas du dossier, à la ligne président du conseil d'administration. Et là, j'ai vu ce nom. Jacques Bernier. Je n'ai pas eu le souffle coupé. Mon cœur ne s'est pas serré. J'ai seulement senti ce vide familier et froid dans mon estomac. Le goût de la trahison est métallique. Comme le sang. Jacques Bernier. Ancien commandant de la marine. Amiral à la retraite. Mon professeur à l'académie. C'est lui qui m'a décerné mon premier grade et qui m'a dit « Ne prête pas attention à ceux qui disent que les femmes portent malheur en mer, Mélanie, tu es la tempête incarnée. » Il est aujourd'hui PDG de la plus grande entreprise d'armement du pays et conseiller principal du ministère de la Défense. C'était donc lui, ce grand patriote, qui vendait des puces défectueuses à la marine et mettait en danger la vie des officiers qu'il avait formés avec des pièces à 2 $. François n'était qu'un pion. Julien n'était qu'un grain de poussière. Le véritable acteur, c'était l'homme qui m'avait façonné. Avez-vous déjà vécu ce moment où vous découvrez que votre héros est en réalité un monstre? Ce moment où vous réalisez que la personne dont vous avez accroché le poster dans votre chambre et dont vous avez appris les paroles par cœur est l'incarnation même de tout ce contre quoi vous vous battez? Que fait-on dans un tel moment? Pleure-t-on? Néglige-t-on la réalité? Non. Si vous avez été élevé comme moi, vous ne faites qu'une seule chose, vous redéfinissez votre objectif. Le capitaine Renard est entré. Il tenait 2 gobelets en carton remplis de café. Il m'a regardé et a compris la situation. Commandant? Dit-il, comme pour demander. Envoyons-nous le dossier au procureur. Je me suis calé dans mon fauteuil. J'ai continué à regarder le nom de Jacques Bernier sur l'écran. Non, Renard. Répondis-je. Le calme de ma voix m'effrayait moi-même. Si nous envoyons ce dossier au procureur maintenant, l'armée d'avocats de Bernier le noiera dans une bureaucratie qui durera des années. Les preuves disparaîtront. Les témoins changeront d'avis. Et lui, il continuera à siroter son champagne dans sa villa à Paris. Je me levai et regardai par la fenêtre, dans la grisaille qui précédait l'aube. Nous ne l'attaquerons pas au tribunal, mais sur son propre terrain. Nous détruirons sa réputation.
Il tombera si bas qu'aucun avocat ne pourra le relever. Comment allons-nous faire, commandant? Je tournai mon regard vers le calendrier accroché au mur. La date d'aujourd'hui était marquée en rouge. Ce soir, 10 juin, à Paris, il y a le gala annuel de l'industrie de la défense. Tous les ministres, les généraux, la presse. Et bien sûr, l'invité d'honneur Jacques Bernier sera là. Renard sourit. Il va falloir obtenir une autorisation de vol pour Paris. N'obtiens pas d'autorisation, Renard, dis-je en me dirigeant vers mon armoire. Je commençais à retirer ma tenue d'opération poussiéreuse qui sentait la poudre. Prépare le plan de vol. Et apporte-moi mon uniforme de cérémonie complet. Avec les médailles. Paris, Hôtel des Invalides. 20h30. Le faste de la salle était bien plus coûteux que celui du magasin Techno World. Lustre en cristal, smoking à plusieurs milliers d'euros, robe en soie. L'élite française était au rendez-vous. Les serveurs apportaient du caviar sur des plateaux en argent, tandis que l'orchestre jouait du Vivaldi dans la salle voisine. Et au milieu du salon, entouré d'une foule admirative, se tenait Jacques Bernier. À 70 ans, il était toujours alerte et continuait à inspirer la confiance avec son sourire charismatique. Il tenait une coupe de champagne à la main. Notre industrie de défense, disait-il à voix haute, équipe notre armée avec les technologies du futur. Nous faisons ce qu'il y a de mieux pour nos soldats. La foule applaudit. À ce moment précis, les immenses portes en chaîne de la salle s'ouvrirent bruyamment. La musique s'est arrêtée. Les conversations ont cessé. Toutes les têtes se sont tournées vers la porte. C'était moi qui me tenais dans l'embrasure. Je portais mon uniforme de contre-amiral, d'un blanc immaculé et impeccablement repassé. Sur ma poitrine brillaient mes médailles, dont la médaille du mérite que Bernier m'avait remise de ses propres mains. Mais le plus important, c'était le boîtier métallique bleu avec un impact de balle que je tenais dans ma main. Mon visage ne trahissait ni sourire ni colère. Seule la froideur de ce magasin était visible. Je me frayais un chemin à travers la foule pour me diriger vers lui. Le bruit de mes talons sur le sol en marbre était le seul son dans la salle. Tac, tac, tac. Ce bruit ressemblait au compte à rebours d'une horloge. Bernier a d'abord été surpris de me voir. Puis il a remis son masque professionnel. Il a ouvert les bras. Mélanie, ma chère élève, quelle belle surprise. Mais, dans quel état es-tu? Tu reviens d'un exercice? Je me suis arrêtée juste devant lui. Il n'y avait qu'un souffle entre nous. Son odeur était la même tabachère et arrogance. Je ne reviens pas d'un exercice. Ai-je dit d'une voix si forte et claire qu'elle n'avait pas besoin des micros de la salle. Je reviens d'une scène de crime, Jacques. Ta scène de crime. Le salon se figea. Le sourire de Bernier se figea. Qu'est-ce que tu racontes? Tu dois être très fatigué. Je levai le disque dur que je tenais dans ma main. Je le montrai à tout le monde. Ce disque, ai-je dit sans le quitter des yeux, contient les numéros de série des puces militaires retirées des magasins Techno World, le journal de bord du navire Dark Swan, que nous avons intercepté dans le port de Marseille. Et surtout, Jacques, il contient des documents prouvant que les copies bon marché qui ont remplacé ces puces et qui ont causé la mort de soldats sous ton commandement ont été approuvées par ta signature. Le visage de Bernier est devenu livide. C'est une calomnie. Sécurité, virez-moi ce fou. 2 gardes se précipitèrent vers moi. Mais lorsque je levai la main, ils aperçurent le capitaine Renard et son équipe de militaires en tenue d'intervention qui entraient par les autres portes de la salle. Les gardes restèrent figés sur place. Ce n'est plus une fête civile, Jacques, dis-je en faisant un pas vers lui. C'est un tribunal militaire. Et je suis le procureur. Je sortis de la poche de ma veste le papier froissé que nous avions trouvé sur le bateau, l'ordre de transfert signé de sa main. Tu te souviens? Lui demandai-je en glissant le papier dans la poche de sa chemise, à la place de son mouchoir en soie coûteux. Que m'avais-tu dit lors de mon premier jour à l'académie? La plus grande arme d'un commandant est de connaître les faiblesses de son ennemi. Sais-tu quelle est ta faiblesse, Jacques? Je me suis penché vers lui et lui ai murmuré: ta faiblesse, c'est de considérer les femmes comme moi comme de simples décorations. Tu nous sous-estimes. Tout comme le vendeur dans ce magasin. Je me suis reculé et j'ai fait signe à Renard. Faites ce qu'il faut, capitaine. Bernier, l'un des hommes les plus puissants de France, s'effondra comme une statue. Ses épaules s'affaissèrent. La coupe de champagne lui échappa des mains et se brisa. Sur le sol, le bruit de la coupe de champagne qui se brisait était le son de la fin de sa carrière. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car alors qu'on lui passait les menottes, Bernier s'est tourné vers moi et m'a dit une dernière chose. Une chose qui allait me laisser un goût amer dans la bouche. Tu m'as su, Mélanie, a-t-il murmuré. Mais tu ne peux pas avoir le système. Ces puces, elles ne servaient pas seulement à gagner de l'argent. Elles faisaient partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et tu es arrivé trop tard pour l'arrêter. De quoi Bernier parlait-il? À la fin, nous ne verrons pas seulement la justice, mais aussi la vérité dans toute sa nudité. Préparez-vous.
Les mots qu'il a prononcés en montant dans la voiture de police. La menace tu ne peux pas prendre le système. Ont résonné dans mon esprit toute la nuit. Mais même s'il pensait me connaître, il avait oublié ma caractéristique la plus importante, je n'ignore pas les menaces. Je les démolis. Le système auquel Bernier faisait référence est apparu cette nuit-là, au centre de cybersécurité de Toulon, lorsque nous avons fouillé dans les profondeurs des disques durs que nous avions saisis. Il s'appelait Projet Kamaos. Ces puces contrefaites. Elles n'étaient pas seulement des copies bon marché. Elles constituaient une porte dérobée qui rendait l'infrastructure de communication de l'armée française transparente. Pour les services de renseignement étrangers, Bernier n'avait pas seulement escroqué son pays, il avait également sapé son bouclier de défense de l'intérieur. Si je n'avais pas remarqué l'erreur du gyroscope de ce simple drone dans le magasin ce jour-là, notre flotte serait peut-être restée aveugle et sourde lors d'une crise de sécurité nationale qui aurait pu se produire 6 mois plus tard. Mais cela n'a pas été le cas. Au cours d'une opération qui a duré toute la nuit, nous avons plongé dans l'obscurité tous les serveurs du projet Kamaos. Les comptes secrets de Bernier et ses connexions à l'étranger. Alors, qui a été épargné à la fin de cette tempête? Je sais que vous êtes curieux. La justice a-t-elle été rendue? Commençons par Julien. Cet arrogant expert en technologie. Il a été informateur dans le cadre de l'enquête et a échappé à la prison. Mais il a été banni à vie du secteur technologique. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un magasin de fruits et légumes bio en Provence. À mon avis, s'occuper du calibrage des pommes lui convient mieux que de manipuler des drones. Le directeur François. Son argument je ne faisais qu'appliquer les ordres ne l'a pas sauvé. Il a été condamné à 12 ans de prison pour fraude, corruption et contrebande douanière. Il travaille à la bibliothèque de la prison. D'après ce que j'ai entendu, il vérifie désormais 3 fois chaque livre avant de le ranger sur les étagères. Et Jacques Bernier, l'homme autrefois intouchable. Il a été jugé pour trahison. Tous ses biens ont été confisqués, ses grades lui ont été retirés. Il est aujourd'hui loin des lumières de Paris, dans une cellule de haute sécurité, où il ne peut voir le ciel qu'une heure par jour, à travers les barreaux. Je suppose qu'il doit désormais se contenter d'eau fraîche à la place du champagne. Et moi? 2 semaines après les faits, c'était l'anniversaire de mon neveu Pierre. Je ne lui ai pas donné le drone que j'avais acheté en magasin. Cet appareil maudit, pourri dans un dépôt de preuves. À la place, je lui ai offert un drone que j'ai fabriqué dans mon atelier à partir de pièces détachées, un peu rudimentaires à l'extérieur, mais une pure merveille d'ingénierie à l'intérieur. Quand Pierre a ouvert la boîte et a vu cet appareil fait main, dont la peinture était un peu irrégulière, il a d'abord été surpris. Tante, a-t-il dit, il ne ressemble pas à ceux du magasin. De quelle marque est-il? Je me suis agenouillée et je l'ai regardé dans les yeux. Tout comme j'avais regardé Julien dans les yeux ce jour-là, mais cette fois avec amour. Il n'y a pas de marque, Pierre, lui ai-je répondu. Parce que la marque, c'est l'étiquette sur la boîte. Ce qui compte, c'est l'âme qui se trouve à l'intérieur. J'ai fabriqué cet appareil moi-même. Et je te promets qu'il volera plus haut que n'importe quel autre dans le ciel. Parce qu'il a été fabriqué avec honnêteté. Pierre a pris la télécommande. Il a fait décoller l'appareil. Et ce drone artisanal a défié le vent et s'est élevé dans le ciel comme un aigle. En observant la joie pure et l'admiration sur le visage de Pierre, j'ai réalisé à quel point Bernier, François et tout ce réseau obscur étaient insignifiants. Nous portons ces uniformes pour rendre le monde meilleur. Pas seulement pour protéger les frontières, mais pour que les enfants qui vivent à ces frontières puissent s'envoler vers un avenir honnête, sans être trompés ni exploités. Cette histoire s'arrête ici. Mais la vôtre ne fait que commencer. Ne cédez jamais au Julien, qui croise votre chemin, au François, qui vous méprise et au Bernier, qui se fie à leur pouvoir. Votre super pouvoir n'est pas votre grade ou votre argent. Votre super pouvoir, c'est votre attention, votre intelligence et votre honnêteté. Si cette histoire vous a donné envie de dire moi aussi, je peux le faire. Si elle a réveillé cette force silencieuse qui sommeille en vous, alors partagez cette vidéo. Partagez-la pour que tout le monde puisse voir à quel point nous, que l'on croit être des jouets, sommes en réalité une véritable tempête. Je suis le contre-amiral Mélanie Laurent. L'horizon est dégagé. Le ciel nous appartient.